partie de Léo qui a été censurée par son réseau internet pendant un bon moment. Le grand retour. En fait, il y avait plein de sujets. Je voulais parler de l'inhibition de l'action dont Thierry a parlé. Et on va peut-être l'aborder tout à l'heure parce que c'est de cette façon-là qu'il manipule psychologiquement la population pour la préparer pour le changement de pouvoir, tu vois. Alors, on va commencer avec des révélations. Okay? Qui a réellement gagné la Deuxième Guerre mondiale? C'est une bonne question à se poser, surtout quand on sait que le milieu de la finance et de l'industrie travaillait avec les deux camps. On connaît JP Morgan, on connaît les Rockefeller, les Rothschild qui ont financé les deux côtés. Okay, on connaît Ford qui ont fabriqué des chars pour Hitler, etc., mais aussi pour les Américains. Donc, les très, très, très grands portefeuilles, ils n'en avaient rien à foutre avec qui ils travaillaient. Tu vois? Donc, c'est quand même assez étrange. Cela dit, nous devons prendre un peu de recul et voir la situation de l'époque dans le contexte de l'époque. Okay. Suivons les événements d'une manière chronologique. En 1918, nous avons eu la grippe espagnole. Et je fais entre guillemets parce qu'elle n'est pas espagnole en fait. On l'a appelée comme ça parce que soi-disant les premiers cas ont été détectés là-bas, mais l'origine du virus, elle est toujours un mystère. Juste avant qu'elle éclate, il y a eu une expérimentation d'un vaccin nouveau aux États-Unis. Une nouvelle technologie de vaccin qui a apparu aux États-Unis en 1918. Quel hasard, n'est-ce pas? Certains ont fait des liens entre l'expérience des vaccins de la grippe et la grippe espagnole, qui n'a rien d'espagnol d'ailleurs. Mais les fact-checkers sont clairs. Il n'y a pas de lien. Les fact-checkers le disent. Il n'y a pas de lien. Ils sont comme stagiaires, ils ont fait 2 ans en école de journaliste. Alors on ne va pas les contredire. Lisons l'article des fact-checkers car il est plus qu'intéressant. Gardez en tête aussi ce que disent les mêmes fact-checkers quand on parlait de l'origine du Covid vers l'été 2020. Rappelez-vous aussi de ce qu'ils disaient par rapport à Trump et la collusion avec la Russie. Rappelez-vous de toutes ces choses-là, ok? Et leur précision et leur qualité d'information qui est en négatif en ce moment. Il y a même un certain Gates, je vous ai dit tout à l'heure, on va reparler de ça, qui était impliqué, mais on nous dit qu'il n'y a pas de lien, toujours les fact-checkers. Les Rockefellers aussi avaient les mains mouillées dans cette histoire de virus. Alors, on va ouvrir cet article-là. Un vaccin expérimental à l'origine de l'épidémie de la grippe espagnole. Faux, écrit en grand, surtout pas à croire ça, c'est n'importe quoi. Ah, c'est l'AFP, c'est l'agence des fils de pangolin. Alors, non, un vaccin n'est pas à l'origine de l'épidémie de la grippe espagnole. Écoutez bien. Une publication partagée plus de blablabla, Facebook depuis 3 février, laisse entendre que l'épidémie mondiale de grippe espagnole, qui a fait entre 30 et 50 millions de morts entre 18 et 19, a pu être déclenchée par un vaccin expérimental contre la méningite administré à des soldats américains. S'il est vrai qu'une expérimentation sur un vaccin a bien été menée par un chercheur sur une base américaine en 18, il est établi de façon certaine que l'épidémie a été causée par le virus grippal H1N1 et non par la bactérie méningite. Pas de source, aucune source. H1N1, on l'a pas eu, nous, H1N1, il y a une dizaine d'années, là, c'est celle-là. Ouais, bon, et finalement, tu avais le nez qui coule et puis il n'y a pas eu 100 millions de morts. Hein. Voilà. Okay, juste une autre question, la date de cet article par rapport au contexte, est-ce que... 11 février 2021. Ok, donc en plein milieu de la pandémie de Covid. Au début de la campagne de vaccination, voilà. Okay. Dire la vérité, bon bref, là vous avez des images donc de tous ces médias malveillants qui partagent des informations pas bien. Voilà, et regardez la méthode, ils mettent un X dessus, genre psychologiquement ils veulent surtout pas que ça entre dans ta tête, tu vois. Alors, la publication dessus, blablabla, tout ça, on s'en fout. Écoutez, la publication pousse ces interrogations encore plus loin en se demandant est-ce le sérum bactérien fabriqué dans les chevaux au Rockefeller Institute, injecté à des soldats américains et distribué à de nombreux autres pays, qui est responsable de la mort de 50 à 100 millions de personnes? Alors, ils disent qu'il y a entre 50 et 100 millions de personnes à l'époque. Mais rappelez-vous ce qu'ils vous disent aujourd'hui par rapport au Covid. Et dites-vous bien qu'à l'époque, les gens n'avaient pas Internet pour fact-checker. Donc, à l'époque, les mensonges pouvaient être beaucoup plus grands, beaucoup plus affreux. Et il n'y avait personne qui pouvait vérifier, en fait. Donc, toi, tu penses qu'il y en avait plus ou moins? Non, je pense qu'il y en avait beaucoup moins.
Non. Oui, il y en avait beaucoup moins et qu'ils ont grossi le nombre de... Voilà, comme ils ont fait avec le Covid, c'est ça, ok. Voilà. Mais c'est surtout qu'on retrouve les mêmes. Là, on parle de Rockefeller. Okay, c'est famille de financiers connus qui jouent un rôle important. Bref, blablabla, blablabla. Attendez, c'est pas fini. Donc, bien sûr, ils mettent des X dans toutes les images qui lient les Rockefeller. Non, c'est pas possible qu'il y ait. Non, c'est pas. Bref. C'est des gentils. Or, il est avéré aujourd'hui que la pandémie du début du XXe siècle était une épidémie de grippe due à un virus et non pas une bactérie ayant provoqué une pandémie de méningite. Toujours pas de source. Selon le centre de contrôle, donc le CDC, que là, si vous voyez ce qu'ils ont fait avec le Covid, c'était n'importe nawak. Donc, c'est zéro crédibilité, zéro. Et ce sont ceux-là, leurs sources, juste. L'épidémie mondiale a été causée par un virus grippal H1N1. Écoutez bien, la vulnérabilité des jeunes adultes en bonne santé et le manque de vaccins et traitements ont provoqué crise sanitaire. En fait, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se manifestait en fait. Les nombreuses autopsies menées sur des patients décédés de l'épidémie de la grippe espagnole ont confirmé que la première cause de la mort était que les poumons s'étaient remplis de liquide. Ça vous rappelle quelque chose, ça? non, Covid. Soit à cause de la maladie, soit en raison d'une forte réponse immunitaire du corps à l'infection. Okay. Genre, au mot près, les choses qu'il disait pour le Covid. Donc les tempêtes de cytokines, là, les fameuses tempêtes où en gros ton système immunitaire s'enflamme et se retourne contre toi. Voilà. Quelque chose comme ça, ouais. Donc, a expliqué à l'AFP en Nouvelle-Zélande, Peter Robbins, un historien à l'université. Mais par contre, juste, c'est ce qu'il explique lui. Mais les sources, rien. Là, bref, blablabla. Et il y a des passages encore importants parce qu'il y a un nom qu'on va trouver maintenant. Voilà. Il y a bien eu un vaccin expérimental contre la méningite bactérienne élaboré par le chercheur américain, tenez-vous bien, Frederick Taylor Gates. Rien à voir avec la famille de Bill Gates, entre parenthèses, ok? Et depuis ça, c'est sorti partout. Non, il n'y a pas de lien. Tu vois, c'est genre, même sur l'article Wikipédia, Frederick Taylor Gates n'a aucun lien de parenté avec Bill Gates et machin, blablabla, sauf qu'il n'y a personne qui donne un arbre généalogique ou quoi que ce soit. D'accord? Le chercheur donc, qui a créé ce vaccin-là s'appelait Gates. Et on nous dit qu'il n'y a pas de lien. Partons de ce principe que c'est une grosse coïncidence. Mais qui finançait cette recherche? L'université Rockefeller. Pourquoi c'est important? Parce que les Rockefeller de l'époque, c'est, on va dire que c'est des puissants financiers. C'était pas... Et d'ailleurs, Frederick Taylor Gates qui... attends, ça je vous ai pas mis, mais... Allons voir un petit peu la description de ce bonhomme-là, parce que... Oui, en plus, c'est à cette époque-là que les Rockefeller, les Morgan, etc., c'est à peu près autour de cette période-là qu'ils ont pris le contrôle de la Fed absolue. C'était en 1913. Donc, c'était avant, ils avaient pris le pouvoir de la Fed, etc. etc. Est-ce qu'on va pouvoir trouver en français ce mec-là? Bon, sinon. Mais là, tu, ça y est, hein, Léo, je sais pas, tu sais comment ça marche dans ma tête. Là, moi, je suis parti, j'ai envie de savoir qui c'est Frederick Taylor Gates. J'ai commencé à taper sur mes moteurs de recherche, j'ai envie de. Attends. Frederick Taylor Gates, né en 22 juillet 1800, était un ecclésiastique baptiste américain, un éducateur et le principal conseiller commercial et philanthropique du grand industriel du pétrole John D. Rockefeller. C'était un philanthrope, les gars. C'était un philanthrope, ce Frederick Taylor Gates. Et il n'y a aucun lien de parenté avec Bill Gates. C'est rien, il s'appelle juste Gates. Et comme par hasard, c'est aussi un philanthrope qui s'intéresse au vaccin. C'est comme ça, tu vois. Donc, en sachant surtout que le père de Bill Gates était déjà un gros notable en fait américain. Donc oui, c'est pas un mec qui vient de nulle part. Il bossait dans le planning familial, me semble-t-il, le père Gates, là, donc tout ce qui était avortement et compagnie. Donc on reboucle avec les Avena dont on parle. Alors, l'expérimentation avait démarré le 15 janvier 2018, donc avant l'éclatement de la grippe espagnole. Après plusieurs cas de méningite bactérienne dans le camp de Funston, dans le Kansas, blablabla, Frederick Taylor Gates avait publié un rapport daté du 20 juillet 1918 sur cette expérimentation accessible en ligne. Le vaccin avait été injecté à 3700 soldats qui, comme par hasard, ils se sont retrouvés en Europe juste après, tu vois.
C'est, je sais pas, hein, mais là, on va balancer. C'est vrai qu'il y a un petit côté Jeux Olympiques de Wuhan, tu sais, là, qu'on a vu militaire. Un peu, ouais, c'est un peu ça. Donc, bref, on va arrêter maintenant de cette histoire-là. Je vous ai planté une petite graine. Allez chercher et creuser de votre côté, ok? Revenons maintenant. 1918, donc, on a la fameuse grippe, ok? Qui crée un gros problème mondial. En 1929, oui. Sur 1918, tu fais le parallèle avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, j'ai posté un truc dans le private où on voit qu'il y avait aussi un même parallèle sur la problématique du masque, en fait. Il y a eu des grosses campagnes pour imposer les masques. Regarde les photos, elles sont dans le private, là, si tu veux. Là. Ouais, et des grosses campagnes aussi de soldats digitaux de l'époque, même s'ils n'étaient pas digitaux, pour lutter contre ça et pour... Donc voilà, il n'est pas établi à 100% que les photos que je t'envoie sont de 1918. Il y a un conditionnel qui me dérange, mais en termes de style, et puis on a un article de journal qui parle exactement de ça, quoi. Donc juste le mentionner si ça fait partir, si ça aide ton propos. Oui. Bah si tu veux l'ajouter, je dis pas non. Ok, je le fais. Vas-y, attends, juste, hop, voilà. Jusqu'à là, est-ce que j'ai votre attention? Est-ce que carrément. Ok. Alors, hop, mise à jour, et je quitte l'article, c'est bon, tu peux les ajouter justement dans cet endroit-là, juste avant 1929, mais les parallèles, ils sont faits en dessous, ok? Juste ajoute-le parce que, voilà, en 1929, donc on est 10 ans plus tard, on a eu ce qu'on a appelé la Grande Dépression, une des périodes les plus obscures du monde de la finance qui ont causé des famines, des pénuries graves et la mort, ok? C'est la faillite de beaucoup d'États. Ça a commencé aux États-Unis et ça s'est propagé rapidement dans le monde. Cette grande dépression a été provoquée par des lois complètement tarées et la grippe espagnole y était aussi pour quelque chose parce qu'elle a affaibli financièrement des pays. Alors il y en a qui vont dire oui, la Première Guerre mondiale, machin. Ça donne une croissance en guerre mondiale. Il faut savoir aussi que les mêmes qui nous disent de nous vacciner parce que c'est bon pour le virus, que nous apprennent aussi l'histoire. Hein. Donc, s'ils nous mentent sur ça, attendez-vous à ce qu'ils nous mentent sur l'histoire. Après, une chose intéressante, c'est vraiment la Première et la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est les histoires comme ça. La Seconde et la Première, mais qui est tout à fait logique. Hein. Enfin, qui est logique, en fait, c'est toujours le même conflit. En ayant ces deux. 10 ans plus tard, on est 10 ans, et il y a eu une grosse crise financière. Ok, qui a provoqué des pénuries, etc., mais qui a été causée parce qu'on a appris qu'en fait, il y a eu des mesures financières qui ont provoqué le bank run. Et à l'époque, les coloniaux sont des ensembles de territoires que des États disposant d'importantes forces militaires et navales se sont appropriés au cours du temps sur la quasi-totalité du globe. Si certains ont d'abord pratiqué une politique d'isolement volontaire, blablabla, ils ont plus tard... En gros, pour les pays ouest européens, attention, pour les pays ouest européens, c'est différent. La constitution de leurs empires découle de la période des grandes découvertes européennes. Tu sais, parce que les Européens, à l'époque, ils allaient à un endroit où il y avait du monde. Ah, on a découvert cette terre, elle est à nous. On tue les gens qui sont dessus et on la prend. C'est sûr. On appelle ça les grandes découvertes. C'est vraiment genre, tu vas chez ton voisin et tu dis, waouh, j'ai découvert une maison. Tu tues toute la famille, c'est ta maison. Voilà. Comme nous on le fait, les Européens, on a le droit. Grâce au progrès de la navigation, donc voilà, et à la généralisation des armes à feu. Bon, moi, il précise ça aussi. Tu vois. Et donc, l'Europe était à fond la caisse à l'époque. Ok. Et donc, c'est l'Europe qui dominait. C'est très important. En 1939, donc 10 ans après la crise financière, une guerre éclate. Une guerre qui allait changer complètement la carte du monde et les rapports de force. C'est ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre a duré jusqu'en 1945. Oui, Rudy ? C'est bon, j'ai fini. Ok. Cette guerre a duré jusqu'en 1945 et a causé la mort plutôt à des dizaines de millions. A coûté. Elle est magnifique cette phrase. Causer la vie à des morts. A causé la mort à des millions de gens et une destruction sans précédent. En gros, le concept à l'époque, c'était Hitler méchant, Occident gentil. Ok ?
C'est le concept qu'ils ont créé. Et donc, Seconde Guerre mondiale, vous pouvez voir ici. Bien entendu, les grands financiers de l'époque finançaient les deux côtés de la guerre et c'est pareil pour les grands industriels. On a déjà parlé de ça. Okay? Je vous ai mis une vidéo ici sous-titrée en français. Hop. But the systematic extermination of people based on race and class may not have even been possible were it not for the many corporate interests that aided and abetted the Nazi war. When we learn about Hitler in the Second World War, the one thing that's conveniently omitted from history books is the role corporations played in the conflict. For example, the world-famous fashion designer Hugo Boss, who we can now all thank for the terrifying and now infamous black uniforms worn by the German SS and the brown shirts worn by the Hitler Youth, as well as an entire fashion collection for the Third Reich. Well, being a Nazi Party member himself, Hugo Boss benefited greatly from the cheap labor of concentration and POW camps to manufacture the uniforms. Then there's Siemens, the multinational engineering/electronics giant. Bla bla Their bla, labor to build up its Siemens, bla received bla bla. international appliances, poison company, Bla bla save bla. America's digital industry. Thousands of documents are with the Bref, death machine. IBM, IBM, après, vous American avez Steel, t'as du monde. JP Morgan et tout ça, tout ça. Regardez la vidéo si vous voulez, vous allez voir. En gros, il crée, d'accord? Et le méchant dans ce cas, c'est Hitler. Tout le monde tourne son attention pour dire « Ah, c'est lui le méchant ». Et du coup, en face, il te propose les gentils, l'Occident. On a cette guerre, les gentils gagnent parce qu'on est dans un film de Hollywood, tu vois. Et ouais, les gens sont contents, ouais, super, etc., etc. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la naissance d'institutions internationales de 1945 à 50 et même un peu après, comme l'ONU, créée en 1945, l'OTAN, créée en 1949, le FMI, créé en 1945, la Banque mondiale, créée en 1945, l'OMS, créée en 1948, etc., etc. Ça vous parle un petit peu? Tout un transfert de pouvoir aussi vers les États-Unis. Pardon, hein, c'est pas vers la couleur, mais c'est, si tu peux corriger, Rudy. Ok. Voilà. Et surtout, donc, un transfert de pouvoir vers les États-Unis qui sont des puissances mondiales. Donc, on a eu la création de ces institutions et les États-Unis qui deviennent la première superpuissance. Avec les États-Unis en tête, l'Occident est devenu une sorte d'empire qui s'est mis à jouer le rôle de la police mondiale. L'Occident, en fait, l'Occident, c'était les gentils dans le monde. Et du coup, ils avaient tous les droits. Et toutes les guerres qu'ils faisaient, l'Occident, c'était les gentils. On va au Vietnam, c'est parce qu'on va... Tiens, attends, on a même ça. Voilà. Le salut, c'est l'Occident. C'est une superpuissance occidentale. En ayant en tête que ceux qui étaient dans l'image, on a Justin Trudeau qui dit « J'ai un résultat positif à la Covid-19. Je vais suivre les consignes de santé publique et m'isoler. Je vais bien et c'est grâce à mes vaccins. Si ce n'est pas déjà fait, obtenez vos vaccins ou doses de rappel. Protégeant, blablabla, blablabla. » Faut savoir que c'est au moins la 4e fois qu'il chope le Covid depuis le début de la Non, j'attire votre attention sur « Je suis infecté mais je vais bien grâce au vaccin qui était censé m'éviter l'infection. » Et en dessous, un article, Justin Trudeau testé positif au Covid-19 pour la 2e fois. Ah, t'es que 2. Il y a quand même un truc, si je peux me permettre là, de faire mon petit Canadien là, sur ce coup-là. Il y a eu 3 informations. Là, je fais une petite parenthèse sur le Canada. Attendez, je vais reprendre. Il y a eu 3 informations par rapport au Canada qui sont toutes tombées le même jour. Donc il y a l'autre là, la flaque là, Trudeau qui a chopé le Covid. Le même jour, alors que on a, vous savez que j'ai pas le droit de sortir moi du Canada normalement parce qu'en tant que non injecté, j'ai pas le droit de prendre l'avion, même si on sait que le vaccin tue. Le même jour qu'on a appris qu'il avait le Covid, l'autre, ça y est, on annonce que c'est fini ce genre de restrictions stupides au Canada et que même les pestiférés comme moi auront le droit de prendre l'avion dans peu de temps. On a une autre information qui est quoi, qui est le même jour encore. Attendez, je vous dis pas de bêtises, je vérifie la date. Le 11 juin, donc c'était ce week-end. Enfin, il y a 2 jours. On a eu une opération policière très lourdement musclée au Parlement d'Ottawa. Et alors attends, je te l'envoie Léo, si jamais t'as le goût de l'afficher, afin de justifier ça. Je le rajouterai dans l'article un peu plus tard. Je te l'envoie directement à toi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet article, on parle d'une alerte à la bombe, mais la manière dont c'est exprimé, voilà. Les policiers seraient intervenus, conditionnel, en raison d'une alerte à la bombe jugée crédible. C'est la seule raison, selon Global News, qui est... je
me demande si c'est pas chinois, Global News. Bref, selon Global News, qui cite des sources policières anonymes, les policiers seraient intervenus en raison d'une alerte à la bombe jugée crédible. En gros, on ne sait rien. On ne sait rien et on a eu quand même des forces armées, enfin très très lourdement armées de police qui se sont rendues au Capitole d'Ottawa. Et la 4e nouvelle, et après je rends l'antenne Cognac G, c'était quoi? Opération au Parlement, attends, et c'est mon copain le facteur qui m'a donné toutes ces nouvelles-là. Je le salue. Mais bien on bas. est d'accord que c'est hors sujet à propos de ce qu'on dit là. On est d'accord que c'est complètement hors sujet, mais on est d'accord qu'il se passe des trucs au Canada. Hein. C'est juste ça que je voulais dire. C'est juste que c'est un petit peu genre... ouais. Je t'ai coupé là, excuse-moi si je t'ai coupé l'herbe sous les pieds. Mais en gros, il se passe des trucs au Canada. Je pense pas qu'il ait le Covid, je pense qu'il c'est autre chose. Bref, excuse-moi si je t'ai pourri ton... Non, mais c'est pas plus loin. Tu vois, on a fait un Stop. détour par la Chine à pied. J'arrête. Alors, Justin Trudeau, donc, qui voilà, il est vacciné et qui est positif pour la 2e fois, grâce aux vaccins qui sont censés le protéger, évidemment. Donc, moi, pas comprendre. Voilà. Il y a un truc le mot vaccin, ça ne veut plus rien dire. Ok, vaccin expérimental, virus, vaccin, voilà. Alors, on a aussi une crise financière qui est imminente. Donc, rappelez-vous, ça commence avec un virus, ensuite il y a une crise financière, ensuite une guerre, ensuite changement de pouvoir. Ok. On a eu le virus, maintenant on est la veille d'une grande crise financière, on en a déjà parlé plusieurs fois. Alors ce n'est plus un secret pour personne qu'une crise financière est imminente. Le souci c'est que cette crise est organisée et pas du tout un fruit du hasard. L'explosion du prix du carburant à la pompe n'est pas due à une montée des prix du baril du pétrole, mais bel et bien des taxes. Il monte des taxes. Et quand l'État vient vous dire on paye 15 centimes par litre parce qu'on est gentil. Premièrement, il le paye avec l'argent des taxes. Donc, il paye des taxes avec des taxes. Niveau logique, c'est n'importe nawak. Mais c'est bien fait pour la gueule des Français qui se sont déconnectés à un tel point où même ça, ils sont complètement anesthésiés en fait. Il n'y a personne qui réagit sur l'absurdité de cette phrase-là qui est donnée sur toutes les machines les distributeurs. Les Français devraient être dans les rues en train de gueuler et dire mais arrêtez de nous prendre pour les cons. L'État n'a pas d'argent. Le seul argent que l'État est censé avoir, c'est celui du peuple. Donc quand l'État finance des choses, ce n'est pas l'État qui finance les choses. C'est le contribuable qui finance des choses. Ok? Donc juste gardons ça en tête. Et le fait que les gens ne réagissent pas à ça, c'est pour ça que nous, chez les décodeurs, on vous dit plutôt que de sortir dans les rues et espérer un changement quoi que ce soit, préparez-vous parce que c'est inévitable. Les gens ne se réveillent pas. Ils sont anesthésiés à cause d'un phénomène qu'on va aborder plus en profondeur dans les prochains lives et celui d'après. L'inhibition de l'action, c'est un truc que Thierry avait parlé, mais nous on a déjà parlé aussi. Ils ont rendu les gens paralysés. Ouais, on a parlé d'une chose qui s'appelle l'impuissance volontaire. C'est ça? C'est un peu le même principe. Les gens, ils voient ça. Okay? Un humain, il voit cette situation-là et il a son instinct lui dit de réagir. Mais il ne peut pas réagir parce qu'il est tout petit. Et du coup, il ne peut ni fuir, ni confronter. Et à force de le faire, tout comme quand tu manges de l'ail, tu finis par ne plus le sentir, bah c'est pareil avec ce genre de choses, tu vois. C'est à force de te prendre dans la gueule ce genre de choses, bah tu bouges plus après. Tu vois, tu t'anesthésies, tu deviens mou. Et donc, ils ont hypnotisé l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui dorment. Et ceux-là, ils vont se réveiller avec la pénurie. Parce que la pénurie, ça va... Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. On va devoir traverser ces choses-là. Là, il y a une bonne nouvelle. Hein, attendez. Donc, bref, pour revenir, là, vous voyez une charte. Les prix du baril du pétrole, le brut, ok? Ça, c'est le prix aujourd'hui. D'accord? On est à peu près à 125 dollars, on va dire. Sauf que vous voyez ici que ce genre de niveau, on les avait touchés aussi en 2011, 2012, et on les avait dépassés carrément en 2008. Ok? Donc maintenant, regardez en dessous cette charte du prix du carburant à la pompe, en euros. 2011, c'est là. On est à 1,40 pour le sans-plomb et 1,20-1,25, on va dire, pour le diesel. Alors que le prix du baril, c'est le même qu'aujourd'hui.
Ok. Et La courbe rouge, c'est la courbe du prix à l'achat, hein, ou pas? Non, Non, la c'est la courbe- différence de prix c'est- entre le diesel. Ok, d'accord, ok. Et là maintenant, vous voyez que en 2022, en fait, le prix il est sorti de la charte parce qu'ici, elle s'arrête à 1,80. Alors que en fait, en France, là, le carburant, il est parfois à 2,20, tu vois, selon les pompes où tu le trouves. Donc, on est en dessus de la charte. Donc, imaginez, alors que le prix du baril, c'est le même. Alors, pourquoi c'est aussi cher? Ils vont vous dire, bien sûr, ils ont trouvé le coupable parfait, c'est la faute de Poutine, c'est la guerre là-bas, c'est machin, maintenant c'est l'Iran qui commence à jouer des jeux. Il va toujours avoir un responsable. Le fait est que le prix du baril n'a pas changé. Enfin, il a Ça augmenté, peut mais changer, ouais. voilà, il n'a pas changé d'une manière à justifier ce genre de mouvement de prix historique. Là, on est vraiment... et comme vous voyez ici, on a déjà vu ça, mais à l'époque, avec l'inflation de l'époque qui était inférieure à celui d'aujourd'hui. Donc, premièrement, ça veut dire que cette augmentation des prix du carburant, elle est provoquée. Pourquoi elle est provoquée? Parce qu'ils veulent faire tomber l'économie. Les confinements, ils ont servi à détruire l'économie. Parce qu'avec les confinements, ils ont dû faire des plans de relance, de financement, d'aide, machin, là. Du coup, ils ont fait jouer l'imprimante à billets. Avec cette impression, ils ont créé toutes les conditions pour une hyperinflation. D'accord? Une hyperinflation, vous allez bientôt savoir ce que ça veut dire exactement. Vous allez voir, c'est pas très cool. Dans le même coup, ils montent aussi le prix des carburants pour donner le coût final et achever le système. Ok? Pour répéter la même chose qu'en 1929, alors qu'on n'est que 3 ans après le début du virus, fin 2019, on va dire début 2020. Ok? Voilà. On va regarder aussi, ça c'est la charte, le SPX. Alors je ne sais pas s'il va m'ouvrir la charte ou s'il va ouvrir n'importe quoi. Non, c'est bon, il a ouvert la bonne charte. SPX, c'est quoi? C'est SpaceX? C'est les 500 plus grandes entreprises des États-Unis en fait. Ah, d'accord. C'est un indice. Donc ici, vous voyez l'état de santé de l'économie américaine. Si on regarde depuis, on va dire, allez, on va faire un zoom out encore plus grand. Et je vais mettre la charte ici sur mensuel. Ok? Et on va prendre, ici vous voyez, bon, ça c'est les années 2000 avec la grande crise de 2000. Ensuite, ça s'est remonté jusqu'en 2008, 2007. Et là, c'est la crise de 2007-2008. Et depuis, le marché dérégulé complètement, c'est parti en vrille. Ok? Et on arrive là-haut. Ok? Tiens, on va même prendre le SPX parce que ça, c'était le SPY. C'est plus ou moins la même chose. Donc, là, vous voyez, l'économie, elle était à 1500 points aux États-Unis, dans les points les plus hauts. Elle a touché les 4005, donc 300%. Okay? L'économie a explosé entre 2009 et 2021. Et maintenant, vous voyez que ce uptrend, je vais supprimer toutes les notes d'ailleurs, il a fini en fait. L'économie est en train de prendre la chute. Okay? Cette montée-là comme ça, elle est finie. On a une grande chute. Ce n'est pas comme celle de l'année dernière qui était courte. Et c'est justement ici où Trump a imprimé pour relancer l'économie. Là, cette fois, la chute, elle semble être plus long terme. On dirait qu'on a fini la montée de l'économie. D'accord? Et ça, il faut savoir un truc. C'est qu'aujourd'hui, le trading se fait par des bots. Et quand les bots voient ce genre de comportement, vous savez ce qu'ils font? Ils arrêtent de miser à la hausse et ils commencent à miser à la baisse. Et en le faisant, ils accélèrent encore plus la chute des marchés. D'accord? Donc ça, ce sont des choses vraiment à ne pas ignorer. Donc, on a cette crise financière, c'est une question de temps. Ce n'est pas une question de est-ce que ça va arriver, c'est plutôt une question de temps. D'accord? Quand ça va arriver? Ensuite, on a une déclaration de Kim.com qui décrit assez bien la situation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui de Mega Upload, on va dire. Alors, il dit, c'est peut-être le fil de discussion le plus important que j'ai jamais fait. Des trucs de grande envergure sur l'effondrement mondial majeur qui s'annonce. Je vais essayer de vous aider à comprendre pourquoi l'avenir n'est pas celui que nous espérons. C'est pire que ce que la plupart peuvent imaginer. Nos dirigeants le savent, mais que planifie-t-il? Lui, il a des millions de suiveurs.
Donc les États-Unis n'ont pas eu d'excédent ou de budget équilibré depuis 2001. Au cours des 50 dernières années, les États-Unis n'ont connu que 4 années de bénéfices. En fait, tous les bénéfices que les États-Unis ont réalisés ne suffiraient pas pour payer 6 mois du déficit annuel actuel. Alors, comment les États-Unis payent-ils les choses? Les dépenses et la dette américaine sont devenues hors de contrôle et le gouvernement ne peut obtenir l'argent dont il a besoin qu'en l'imprimant. D'accord? Sauf que quand tu imprimes de l'argent, c'est comme si tu avais un gâteau qui avait 10 parts, mais que tu as 20 personnes qui arrivent chez toi. D'accord? Eh bien, tu le coupes en 20 parts. Ça ne veut pas dire que tu as 2 fois plus de gâteaux. Ça veut dire que tu as 2 fois plus de parts, mais par contre, chacune des parts est 2 fois plus petite. D'accord? Ça, c'est le principe de l'inflation. Et l'imprimante à billets, c'est exactement ce que ça fait. C'est une taxe invisible. C'est à chaque fois que l'imprimante à billets imprime, et à chaque fois qu'une banque fait un crédit, votre argent à vous perd de sa valeur. Voilà. Donc, cela provoque l'inflation. C'est comme vous taxez davantage car vous payez plus pour les choses dont vous avez besoin et tous vos actifs perdent de la valeur. Voir la fréquence d'impression d'argent des États-Unis. Donc ça, c'est la fréquence d'impression d'argent. Okay? Comment, là, c'est les années 2000, 2010 et là, c'est début 2020. Pfft, décollage. Okay? On a doublé. Toute la production monétaire qu'il y a eu depuis le début de l'économie américaine a doublé en une année. Ça, c'est énorme. La raison pour laquelle les États-Unis s'en sont tirés pendant si longtemps est que le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Aha. Les nations du monde entier détiennent le dollar comme un actif sûr. Ainsi, lorsque le gouvernement américain imprime des billions de dollars, il vole les Américains et le monde entier. Le plus grand vol de l'histoire. Le problème est que cela dure depuis des décennies et qu'il n'y a maintenant aucun moyen d'y remédier. La réalité est que les États-Unis sont en faillite depuis un certain temps et ce qui s'annonce, c'est un cauchemar, pauvreté de masse et nouveau système de contrôle. Donc, on arrive à la fin d'un système comme en 1929. En 1929, ils ont tué définitivement l'ancien système pré-réserve fédérale. Pour que les gens arrêtent de compter sur ça définitivement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi il ne s'agit pas seulement d'un discours de pessimisme. La dette américaine totale s'élève à 90 000 milliards de dollars. Le passif non financé des États-Unis est de 169 000 milliards de dollars. Combiné, cela représente 778 000 dollars par citoyen américain ou 2 067 000 par contribuable américain. Chaque contribuable américain a une dette de 2 067 000 dollars. Voilà. Et chaque enfant né aux États-Unis est déjà endetté de 778 000 dollars. Rappelez-vous, le seul moyen pour le gouvernement américain de fonctionner maintenant est d'imprimer plus d'argent, ce qui signifie que l'hyperinflation est inévitable. La valeur totale de toutes les entreprises cotées à la bourse américaine est de 53 000 milliards de dollars. La valeur réelle est bien inférieure car les États-Unis ont imprimé des milliers de milliards pour accorder des prêts sans intérêt aux banques d'investissement afin de gonfler le marché boursier. Il s'agit d'une escroquerie. Jovanovic, il en parle tout le temps. Il y a aussi Olivier Berruyer, il en parle Il y a aussi Olivier Delamarche. Voilà. La valeur de tous les actifs combinés... Attends, j'étais où? Et la plupart des 53 000 milliards de dollars sont de l'air. Donc l'économie américaine, c'est du vent. Voilà. La valeur de tous les actifs américains combinés, chaque parcelle de terre, chaque bien immobilier, toutes les épargnes, toutes les sociétés, tout ce que possèdent les citoyens, les entreprises, les entités et l'État vaut 193 000 milliards de dollars. Ce chiffre est également plein d'air, tout comme le marché boursier américain. Faisons le calcul. Dette totale des États-Unis, 90 000 milliards de dollars. Passif non capitalisé des États-Unis, 169 000 milliards de dollars. Total, 259 000 milliards de dollars. Moi, tous les actifs américains, 193 000 milliards de dollars, balance 66 000 milliards de dollars. Cela fait 66 000 milliards de dollars de dettes et de passifs après que tous les actifs américains aient été vendus. Ça veut dire que les États-Unis aujourd'hui, s'ils vendent tout ce qu'ils possèdent,
il leur reste derrière une dette de 66 000 milliards de dollars. Mais à qui? Ça, c'est une bonne question. Mais ça, c'est une question, justement, ils ne posent pas et moi, je me pose. Vous comprenez? Donc, même si les États-Unis pouvaient vendre tous les actifs à leur valeur actuelle, ce qui est impossible, ils seraient toujours en faillite. Les États-Unis sont au-delà de la faillite. Ce patient est déjà mort. Ce patient est maintenant un zombie. Vous vous demandez probablement pourquoi tout va encore. Pourquoi tout ne s'est pas encore effondré. Ce n'est qu'une question de perception, de déni et de dépendance. Déni qui est le dernier boss, c'est Lucifer. La perception est que les États-Unis ont la plus grande économie et l'armée la plus puissante du monde, mais en réalité, les États-Unis sont fauchés et ne peuvent pas se permettre de payer leur armée. Le déni est que toutes les nations dépendent d'un dollar fort ou les marchés mondiaux, ou sinon les marchés mondiaux s'effondrent. La raison pour laquelle le zombie américain continue est que la fin des États-Unis est la fin de la prospérité occidentale, fin d'une civilisation et une admission que le système actuel a échoué en tant que modèle pour le monde. Donc ça veut dire plus d'argent dette. Vous vous rendez compte pourquoi ils sont en panique? Vous allez comprendre qu'en vérité, ceux qui devraient avoir très 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 peur, et c'est le cas, ce sont les dirigeants. Ce sont les riches. Vous ne devriez pas avoir peur, c'est à eux d'avoir peur. Cela ne change rien à la réalité, l'effondrement est inévitable et à venir. Leur royaume, il est fini. Que prévoient nos dirigeants? Vous avez peut-être entendu parler de la grande réinitialisation ou du nouvel ordre mondial. S'agit-il d'une démolition contrôlée des marchés mondiaux, des économies et du monde tel que nous les connaissons? Voilà. Donc, sans une démolition, c'est intéressant. Un passage à un nouveau futur dystopique où les élites sont les maîtres des esclaves, sont les cosmétiques de la démocratie, c'est ce qu'ils voudraient. Parce que là, cette fois, contrairement à l'époque, ils ont la technologie avec laquelle ils peuvent remplacer l'humain. Donc, ils veulent réduire l'humanité parce qu'au moment où l'économie s'effondrera, moins il y a d'humains sur Terre, plus ils ont des chances à survivre à ça. Mais ceux qui sont en réel danger, ce sont les autorités de ce monde. Ce n'est pas nous. Prenez bien conscience de ça. C'est pour ça que je vous dis, ils font tout pour vous faire croire que. Mais n'oubliez pas qui vous êtes et qui ils sont. Je peux rajouter une chose? C'est Ouais, que bien toute sûr. cette histoire de dette, là où tu as posé la question, elle n'est que le consentement à la reconnaissance de dette, en fait, à proprement dit, qui a été imposé au peuple d'une manière criminelle. Donc, en réalité, les usines ne disparaissent pas du jour au lendemain. Les champs ne disparaissent pas du jour au lendemain parce qu'on ne peut pas rembourser des trucs, etc. Donc, ça se base seulement, certains disaient à l'époque, sur la confiance, mais là, ça se passe vraiment sur la soumission à un système et la reconnaissance de sa légitimité. Point. Ce que je veux dire, c'est que la transition va être violente quand même pour tout le monde. Parce qu'à un moment Mais donné, bien tu sûr. peut-être soumission à ce système, mais si jamais tu es retraité, par exemple, tu es retraité et ton gagne-pain, c'est ce système-là. Mais bien sûr, Et mais on a connu ça en 97 en Russie. C'était très violent. Justement. Ah, je sais, mais ça fait peur. Enfin, je veux dire, Et c'est pour ça que rester près du Père et de la création est salvateur. L'autonomie, c'est la clé de la sortie, en fait. Sans une démolition contrôlée, le monde s'effondrera pour tous, y compris les élites. Le monde a tellement changé et plus rien ne semble avoir de sens. La corruption flagrante est au grand jour, les médias de propagande évidente et l'érosion de nos droits. Quel est le but final? Bon, c'est une question à se poser. La question que moi je vous pose, c'est parce que j'ai l'impression que, voilà, on est en train de vivre la même chose qu'on a vécu au siècle dernier. Est-ce qu'il y a une guerre qui est imminente? Parce qu'on a parlé du virus, on a parlé de la crise économique qui est là, quasiment. Okay. Elle est déjà là, c'est juste qu'elle ne le sait pas encore. Elle est dans le déni, on va dire. Le monde est dans le déni. la guerre guerre. imminente. Moi, mon point de vue, c'est que la guerre, ça fait déjà au moins 2 ans qu'on est dedans. Mais est-ce qu'on parle du même genre de guerre ou pas? Est-ce que tu parles vraiment d'une guerre militaire avec des tanks et tout, toi? On parle d'une guerre militaire avec qui va faire flipper la population. Parce qu'il faut faire peur. Il faut faire peur. Ça fait partie de leur processus de manipulation psychologique pour agenouiller la population pour qu'ils puissent accepter tout et n'importe quoi qui viendra après. C'est leur but. Une guerre comme ça n'est possible, c'est ce que j'ai envie de dire, si tous les acteurs sont consentants. D'accord? C'est ça la vérité.
Le fait est que là, en ce moment, tous les acteurs, on ne sait pas trop ce qu'ils font en fait. On ne Parce sait qu'encore pas. une fois, je vous invite à vous rappeler, à l'époque de Hitler, ils nous ont mis Hitler comme le méchant et en face l'Occident comme le gentil. Ok ? La Russie, on l'a ignoré. On va parler de ça justement parce que la Russie, on l'ignore pour une bonne raison. Parce que ça ne les arrange pas si on en parle. Tu vois, les Russes, ils ne jouent pas à ce jeu-là en fait. Ils ne font pas partie de ce jeu-là. Donc une guerre imminente. Là, vous voyez l'article, le dossier de l'Express, Biden-Poutine, une guerre mondiale est-elle possible ? Blablabla, blablabla. Donc, pour résumer, 2019, un virus chinois, avec des origines douteuses, toujours inconnues. 2022, une crise financière mondiale majeure imminente, c'est une question, probablement, ouais. Donc c'est une faillite bancaire provoquée par des décisions politiques absurdes. On a vu sur l'impression de l'argent et on a vu aussi par rapport au pétrole et tout ça qu'ils cherchent à ripper le système d'alimentation. Ensuite, est-ce qu'on va avoir une guerre mondiale ? Peut-être juste comme la fin de la dernière guerre mondiale, parce que maintenant le contexte est différent, il y a la bombe nucléaire. Avec ça, il ne faut pas déconner. Premièrement, il faut savoir que c'est la Russie qui a les plus grandes bombes nucléaires, avec la technologie qui peut dépasser tous les systèmes anti-aériens. Donc si guerre nucléaire il y a, la Russie, elle détruit le reste du monde et elle reste. Voilà. Les Chinois aussi ont Et des armes à MHD, ceci dit. Et la plus dangereuse, ce sont les torpilles autonomes, en fait, qui sont alimentées par un petit réacteur nucléaire et qui sont silencieuses et qui se posent n'importe où. Et en fait, il se peut qu'ils soient déjà un peu partout dans le monde. C'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est un truc qui a été présenté, d'accord, par la Russie. C'est même pas les trucs qui volent dans l'air, c'est les trucs qui sont dans l'eau, en fait. Et qui restent, en fait, un peu en immobilité, je veux dire, sans bouger. Oui. Moi, ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, si je peux me permettre, c'est là, tu nous exposes, Léo, le plan de l'ennemi. On est d'accord ? Ok. C'est-à-dire que là, on n'a pas mentionné qu'il y a deux camps, en fait, et que les camps d'en face... Mais justement, Ah, vas-y. Rappelez-vous de... Alors, je finis après la guerre mondiale. À un certain point, il y aura la création d'une nouvelle forme de pouvoir avec une division du monde en plusieurs pouvoirs. Bref, on verra. L'objectif, ce sera toujours que les élites restent, ok ? Rappelez-vous maintenant de Hitler méchant et Occident gentil. Parce qu'actuellement, nous avons toujours la même histoire qui vient, ok ? Nous avons État profond méchant, patriote gentil. C'est ça, et c'est ça, Rudy, que toi, tu ne vas pas forcément être d'accord, parce que les gens à l'époque voyaient l'Occident comme la force salvatrice. Okay? Sauf que juste après, ce qu'a fait l'Occident, c'est créer les institutions internationales et partir à la conquête du monde. Okay? Donc, et en maintenant les gens dans l'ignorance et dans la faiblesse et en créant une population dépendante à un système qu'ils contrôlent absolument. C'est ça l'Occident. Mais est-ce que tu penses, là c'est vraiment une vraie question parce que je ne sais pas si j'ai un avis là-dessus en fait, que par exemple toutes les institutions internationales qui ont été créées dès 1945, dès le début, ont été créées avec en tête cet objectif de mondialisation ? Ouais. La Société des Nations, l'ONU, ouais. Des choses comme ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Mais pourquoi tu créerais une institution internationale si ton objectif n'était pas de créer un pouvoir international en fait ? C'est littéralement ça, c'est un pouvoir international. J'entends complètement, et c'est très très clairement une des possibilités. Maintenant, j'ai envie de dire, moi après, si je me mets pas complotiste, j'enlève mon chapeau en alu, tout ça, la Deuxième Guerre mondiale se termine, les gens en ont pris pour 39, 45, 6 ans de galère, nous on en est qu'à la moitié encore ici. Là, tout le monde est fatigué, ce sont des politiciens un peu issus de la société civile qui sortent et ils te disent, bon, bah, il faut une arène de discussion, il faut une espèce de Twitter pour que les différents pays puissent se parler afin que si jamais on a une opportunité de régler par la diplomatie... La théorie redit c'est bien, regarde la pratique. Ah non mais aujourd'hui oui, mais... Le FMI, 100% des cas où il est intervenu en collaboration avec la Banque mondiale, il a conduit le pays en faillite. Le FMI c'est dégueulasse, je suis d'accord. C'est plus l'ONU que je me pose la question. C'est pareil, l'ONU là où est intervenu, l'explosion de la criminalité, la perte de contrôle, la Libye, l'ONU est allée les sauver. Oui, non, mais 1948, prenons des choses qui ont eu lieu en 50, 60, 65, tu vois, plutôt que de prendre des choses... C'est ça. Mais même récente, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne pas à cause de la corruption elle-même de cette organisation, puisque même si elle émet des résolutions, d'accord, même si elle émet des résolutions, comme toutes les résolutions qui ont été mises contre Israël,
C'est pas l'ONU qui dirige en fait. Et le but, c'est d'amener le pouvoir vers l'ONU. Effectivement. Ah non, mais Sauf il ne s'agit pas de quand dire il y que avait- ça marche et que l'ONU c'est bien. Le truc, c'est que quand il y avait le hégémon, je sais pas si ça se dit en français, hégémon Oui, comme bah, hégémonie. l'hégémonie, oui. Voilà, quand il y avait le hégémon américain, d'accord, il était au-dessus de l'ONU, d'accord. Là, l'hégémon américain, il est en train de se casser sacrément la gueule. Alors, qui c'est maintenant qui va prendre le rôle de gendarme du monde? La Russie, la Chine, mais qui sait? Est-ce que la communauté, est-ce que les populations l'acceptent? Non. Et la seule solution, ce sera, ah bah oui, peut-être c'est enfin à l'ONU de jouer, parce que les Américains, ils n'étaient peut-être pas qu'il si n'y bien a que pas ça. besoin de gendarmes du monde. Peut-être qu'on peut avoir 5, 6, 7, 10 gendarmes du monde qui ne sont pas forcément d'accord sur tout. Moi, en gros, l'idée, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on est dans le milieu complotiste global. On a tendance à croire que tout le monde est méchant. Que dès qu'il y a une bonne nouvelle, non, en fait, c'est une mauvaise nouvelle, parce que c'est l'état profond qui. Non, Ouais, c'est je- pas. Moi, Mm. c'est pas ça en fait. Moi, je crois que tout système politico-économico-étatique, si tu veux, qui ne suit pas la loi du créateur, est un système voué à l'échec. Ok, ouais, ça, on peut Et tomber voué à d'accord l'échec là-dessus, par- tout à fait. Hein. Par une corruption dans l'intérieur. Donc, si tu veux, le système des patriotes, concrètement, ce que je veux dire là, c'est que si je me base sur ce qui s'est passé à l'époque, Hitler, c'est l'état profond, ok? Donc le méchant, en plus, ce sont des nazis. On le sait maintenant, tu vois. Voilà. Mais en face, on a des entités très puissantes, nationalistes. Et le nationalisme crée la division parce qu'elle dit que mon État, je préfère mon État que le tien. Et de ce fait-là, tu vois, je crée un statut hiérarchique au niveau des rapports humains dans le monde. Ok? Ce n'est pas une loi divine, ça. Dieu n'a pas créé des frontières. Ok? Et Dieu n'a pas voulu qu'il y ait Si on va des par États. là, la tour de Babel, c'est exactement ce que Dieu il a voulu. Il a dit bon bah maintenant quand vous êtes tous ensemble, ça marche pas, donc tac, on crée des différentes langues. Ah non, Si c'est pas. je- Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que quand on dit que Dieu a jugé le monde, par exemple, et puis il a envoyé le déluge, tu penses que Dieu, il était là, il se disait qu'est-ce que je vais faire, je vais détruire l'humanité. Est-ce que ce n'est pas plutôt qu'à l'époque, avec la technologie qu'ils avaient au niveau des Atlantes et tout ça, voilà, ils avaient le contrôle de la météo et ils ont merdé et ils ont provoqué un truc et ils ont subi la conséquence de leurs actes. Comme nous, on va aussi bientôt subir, tu vois. Est-ce que c'est pas ça plutôt qu'autre chose? Parce que Dieu Peut-être. lui-même, il va pas. C'est pas un humain. C'est pas un humain avec un ego et un truc. Ah, l'humanité a blessé mon ego, je vais tous les détruire. Vous croyez? C'est marrant vois parce ce que je veux dire alors, je suis d'accord, mais alors déjà je trouve que c'est un exercice un peu très difficile et très périlleux de essayer de se mettre dans la tête de Dieu. Mais là justement, je lis un très bon bouquin qui s'appelle Genesis 6 Conspiracy qui parle exactement de ça, les néphilim, les géants, les machins. J'aime bien comme sujet, vous aimez pas, mais moi j'aime bien. Et moi je reprends, en gros, toute cette histoire, je la comprends complètement différemment à l'étude non pas seulement de la Bible, mais de toutes les espèces de textes de toutes les mythologies du monde qui racontent un peu la même histoire. Alors c'est pas toujours les mêmes les gentils, c'est pas toujours les mêmes les méchants, mais le contenu est toujours le même. Du coup, je veux dire, Qu'est-ce là, que le contenu du coup? le coup, c'est qu'en gros, il y a eu une tentative de rébellion des mauvais anges, si tu veux, on va les appeler comme ça, contre Dieu, qui sont reproduits avec des humains, qu'il y a eu des gens qui étaient là, que l'existence de ces géants qui avaient une partie spirituelle immortelle dans un corps physique mortel était à l'encontre du projet divin. En gros, ils ont essayé de faire un coup d'état contre Dieu, et Dieu, au bout d'un moment, il a dit non. En gros, Mais c'est ça. Alors, est-ce que ce n'est pas ces entités-là qui ont provoqué cette destruction par l'eau à l'époque? pour l'instant, moi, dans le bouquin, j'ai rien vu de tel. Après, peut-être que oui, peut-être que non. J'en sais rien. J'ai pas d'informations à donner là-dessus. C'est une possibilité, mais c'est une Alors, hypothèse. Alors, un truc de dingue, et que je vous recommande, ne serait-ce qu'à vous y intéresser un peu, à jeter un coup d'œil, c'est Mahabharat, qui vient de l'hindouisme, d'accord? Qui Ouais, va raconte falloir que tu l'histoire de l'écrives la un peu, guerre. Comment t'écris ça? C'est la grande guerre entre les Devas et les Asuras, en fait, qui est fondatrice de la cosmogonie hindouiste, en fait. Et, Ok. et franchement, elle est très révélatrice parce qu'en fait, si tu veux, c'est à la base, les Asuras et les Devas, ils sont à peu près de la même essence, d'accord? Et par Ok. contre, ce sont effectivement les choix faits, en fait, qui les ont placés d'un côté ou d'un autre. Et ils bénéficient d'une technologie si puissante, et ils se servaient des hommes, en fait, dans leurs intérêts, qui pouvaient tout à fait déclencher ce genre d'événements. Du moins, c'est décrit. Enfin, c'est dans le Mahabharat, la guerre, elle est décrite, c'est un truc de dingue. Et ça a des milliers d'années comme texte, hein, maintenant.
Après, je veux dire... vas-y, Léo. Excuse-moi. C'est juste pour dire que on peut humaniser Dieu, mais on peut aussi divinifier l'humain. C'est possible. Comme le Christ a fait en disant « Je suis le Fils de l'homme, Père, donc homme, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » D'accord ? Et le Christ, il était humain et Dieu en même temps. Donc, on peut aussi faire, tu vois, moi je préfère la deuxième version. Je préfère diviniser l'humain plutôt que humaniser Dieu. Okay? Parce que pour moi, l'humain tel qu'il est aujourd'hui, il a été corrompu en fait. On s'est éloigné de la loi de l'univers qui nous a permis à exister tout simplement. Tu vois, on ne sait plus ce qu'on mange, on ne sait plus comment on doit dormir, on a mal par-ci, on tombe malade par-là, on fait... Oui. Il y a un commentaire, j'ai envie d'y répondre, c'est le soldat G qui demande dans le chat, mais du coup la famille, est-ce que c'est pas le moment de faire des prêts, des emprunts, je suppose qu'il veut dire non. Enfin, moi mon opinion c'est clairement non, il faut vraiment surtout pas faire des dépendances avec ce système bancaire qui va essayer d'emmener un maximum de gens avec lui. Il part du principe que s'il fait un prêt et que l'économie s'écroule, il n'aura pas à le rembourser. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer en fait. En Albanie, quand le dictateur est venu, parce que c'est ce que Macron va essayer de faire maintenant. Il a essayé de mettre la France en état de guerre et avec une manipulation légale, il permettra bientôt à l'État de confisquer du bien matériel et financier depuis les entreprises parce que soi-disant la France est en état de guerre. Donc ce que vous allez voir dans le futur plutôt, c'est l'État qui commence à prendre les propriétés que les humains n'utilisent pas. En Albanie, on a eu ça. C'est quand le dictateur est venu, dès qu'il a commencé à fumer la moquette, il a commencé à enlever toutes les propriétés. Il a tout pris. Et ensuite, il a pris un petit 10%, il a redistribué ça à la population. Les gens étaient contents. Youpi, et voilà. Sauf que 90%, il l'a mis dans sa poche. Bref. Oui, Nico. Ceci dit, c'est exactement ce qui a marqué dans l'agenda 2021, 2030, celui que tu veux, quoi. On va prendre toutes les propriétés, tout le monde dans des gros immeubles, quoi. Mais il n'y a rien qui est nouveau, en fait. C'est la même chose. Il n'y a rien qui est nouveau. Donc, pour répondre à la question de Soldat G, ce qui est intéressant, c'est ce pourquoi, en fait. Si c'est pour obtenir de la propriété, il y a des fortes chances à ce que le droit à la propriété, en fait, que ta propriété soit protégée par l'État, que ça n'y soit plus le cas, en fait. D'ici très peu de temps. Donc investir dans la propriété, il me semble dérisoire puisque très bientôt les choses se feront entre les hommes, en fait, les échanges de propriété plutôt qu'avec les États, les notaires, etc. Voilà, d'une. Par contre, d'un autre côté, si par exemple tu es vraiment dedans et que tu as besoin de matériel, d'accord, pour faire des choses, quoi que tu fasses, si tu veux faire de la poterie ou du truc, ça à envisager peut-être différemment, ouais. Ouais, ça peut être... Je sais pas, moi j'ai pas de conseils spécifiques à donner, mais par contre, j'ai vraiment clairement une annonce à faire, c'est tout ce qu'on vous dit depuis le début, c'est là. Le virus, si on fait la comparaison, là on a les mêmes choses. Et donc on a le virus, on a la crise financière, il parle d'une guerre mondiale, bien sûr, maintenant on va pas dire qu'il y en aura une, etc. Mais même dans la Bible, il y en a une. Dans la Bible, ça c'est les 4 chevaliers de l'Apocalypse, tu vois. Dans la Bible, ils te disent que dans cette histoire-là, il y a d'abord un roi qui va partir en vainqueur, donc peut-être la Russie, on ne sait pas. Ensuite, on va avoir une guerre. Ensuite, on va avoir une pénurie. Donc là, la Bible, elle nous donne ça dans un ordre différent. Et ensuite, il va avoir la conséquence des 3 premières choses. Tu vois? Et la conséquence d'une humanité qui perd le système auquel elle était complètement dépendante et qui ne sait plus se nourrir et qui ne sait plus se soigner. Et justement, eux, c'est ce qu'ils veulent. Mais vous avez aujourd'hui des gens comme Thierry Casasnovas et vous avez surtout le retour des enseignements du Christ, les véritables. Les enseignements qui te rendent autonome. L'autonomie, aujourd'hui, c'est la seule chose que chacun de vous devrait chercher. Une autonomie alimentaire, une autonomie de l'eau. Quand on était en vacances, oui. Autonomie de l'eau, j'ai une vidéo que je peux vous partager, je l'ai fait chez moi, un filtre qui coûte $800, tu peux te le faire pour $50, ça marche très très bien, testé, approuvé par Bibi, je vous poste ça tout de suite. Merci pour le rappel, Léo. Yes. Et moi, du coup, avec Isabella, quand on était en vacances au sud, je déconne pas, on a continué avec les graines germées, on les faisait pousser dans la voiture pendant le trajet. Donc, si les graines germées sont des petits jardins que tu peux carrément transporter et faire marcher à l'intérieur d'une voiture,
je peux vous dire qu'il n'y a plus d'excuses. Intéressez-vous à ça. Vraiment, c'est une solution qui fonctionne et qui vous donne de la nourriture fraîche, de la meilleure qualité possible. Gardez ça en tête. Non seulement ça, mais j'ai envie de te dire que moi, quand j'ai commencé, là, j'en mange un petit peu. Maintenant, moi, ça me le fait souvent, des fois. Putain, j'ai faim, mais il n'y a rien dans le placard qui me donne envie de bouffer, sauf les graines germées. Tu les manges, tu te sens bien, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas des produits, ça t'a rempli et ça t'a coupé, ça t'a rassasié en fait. Et c'est une nourriture biogénique. Biogénique, ça veut dire qu'elle donne au corps le nécessaire pour que le corps puisse restructurer et recréer les cellules, etc. Parce que cette histoire de vieillissement que la science nous donne, qu'à chaque fois que la cellule se reproduit, il y a un morceau d'ADN qui manque, machin, tout ça, c'est des conneries en fait. C'est des conneries pour justifier une vieillesse qui est une conséquence de la mauvaise nourriture que nous mangeons. D'accord ? Normalement, Dieu a bien fait les choses. C'est pas normalement, c'est Dieu a bien fait les choses. Et il y a des civilisations, on a trouvé des civilisations, des pays, on va dire, des endroits où les gens vivaient d'une manière un peu nomade et ils mangeaient des graines germées et ils faisaient pas mal d'activités physiques et ils vivaient jusqu'à 120 ans et jusqu'à la fin, ils bossaient, ils faisaient leur truc, quoi. Ils ne mourraient pas à 70 ans parce que... Hein? Où ça, t'as dit? Au Japon, c'est ça que t'as dit? Je me rappelle en Chine, il y a un village des centenaires où en fait, ils l'appellent comme ça, où les gars, 100 ans passés, ils sont là, ils mangent de la pêche, ils vivent de la pêche, ils mangent les graines de chanvre, en fait, essentiellement. Et ils boivent l'eau pure de la montagne, en fait, et voilà, et c'est le gros de leur ration, enfin leur alimentation. Donc, les amis, si vous suivez la loi du Père créateur, vous allez traverser cette tempête-là, vous allez traverser cette période-là. Et la bonne nouvelle, c'est que selon la Bible, on va passer ces étapes-là, d'accord, les mêmes qu'on a passées au siècle dernier, sauf qu'à la fin, quand ce changement de pouvoir aura lieu et que ce nouveau pouvoir demandera à tout le monde leur autorité, comme l'a fait l'ancien, tu vois, le monde occidental, bah, à ce moment-là, il va y avoir quelque chose de miraculeux qui va se produire et c'est le jugement, c'est le moment du jugement. D'accord ? Et c'est à partir de là que ceux qui veulent être libres vont être libres et ceux qui veulent rester là, ils pourront rester là. Il y a quelque chose qui va se passer, d'accord ? Je ne suis pas encore à ce stade. Je sais pas, moi j'ai fait un rêve là où je voyais vraiment qu'il y avait deux sociétés en fait. Tu avais les villes qui existaient en mode, tu sais, Blade Runner quoi, une grosse ville moche avec du brouillard partout, des immeubles comme ça qui montent jusqu'au ciel, tu vois jamais le soleil, tu vois que des voitures, tu vois que du gris. Et le petit monde des Schtroumpfs en fait à côté où on vit dans des champignons ou des choses comme ça. C'est un petit peu la vision que j'ai moi quand je pense au monde de demain là. Ça commence à devenir un peu plus clair. Connecter avec la nature, c'est vivre avec la nature. On va entrer plus dans le détail dans le prochain live. Et pour ceux qui se disent oui mais attends, parce qu'entre 1918 et 1948 où il y a eu le changement de pouvoir et tout ça, il y a eu quand même 30 ans et tout ça. Est-ce que ça va prendre 30 ans? Non, à l'époque, il n'avait pas Internet, à l'époque, il n'avait pas la télé. D'accord ? Et la radio, elle n'était pas universalisée. Et les médias, l'information mettait beaucoup plus de temps pour circuler. Aujourd'hui, ce qui à l'époque a pris 3 ans pour être fait, 10 ans, pardon, ça s'est fait là en moins de 3 ans. C'est-à-dire, on est passé du virus à la crise en moins de 3 ans. À l'époque, c'était différent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, n'oubliez pas qu'on est à l'époque où tout va beaucoup plus vite. Donc, ça veut dire que ces transitions-là, elles vont se passer en beaucoup moins de temps que l'époque. Mais ça veut dire qu'elles ne vont pas se passer du jour au lendemain. Ça veut dire que vous aurez le temps de vous adapter. Ça veut dire que vous aurez le temps de prévoir, de changer, de vous améliorer, etc., etc. Et surtout, rappelez-vous, la raison pour laquelle ça se passe, c'est simplement parce que les élites ont peur qu'au moment de la destruction de cette économie, ils n'ont plus les moyens de garder le contrôle sur l'humanité. Parce que nous avons l'avantage du nombre. D'accord ? Si vous avez un riche avec un gros stock de nourriture, mais sans militaires, parce que ces militaires ont la dalle, ok ? Et sans garde du corps, parce qu'ils ont la dalle aussi, et qu'il y a une population de 100 personnes derrière qui crèvent la dalle, vous pensez que le riche va leur dire « Non, vous ne pouvez pas les prendre parce que c'est à moi ?»
Tu vois, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je vous dis encore une fois, ceux qui sont vraiment terrifiés, ce sont les élites. Nous ne devrions pas avoir peur. Et c'est là aussi qui vient le sens de la phrase « les premiers seront les derniers ». N'ayez pas peur. Le monde de demain nous appartient. Cette période de transition-là, ce n'est qu'un effort désespéré de la part des élites de maintenir le contrôle. Mais nous sommes beaucoup trop réveillés. Nous ne sommes pas encore très très nombreux, mais par contre, nous sommes déjà beaucoup plus nombreux que le minimum nécessaire pour que cette transition se tourne à notre avantage. Soyons-en certains. Peu importe la difficulté de la tempête, ce qui nous attend par la suite, c'est un nouveau monde vierge sur lequel nous allons pouvoir construire avec la loi du Père, avec laquelle nous ne tomberons jamais malades. Il n'y aura pas besoin de médecine, parce qu'on ne tombera pas malade. Vous savez, les animaux, ils ne tombent pas malades. Les animaux qui vivent dans la nature sauvage et tout ça, il n'y a pas... Les seuls endroits où il y a ce genre de choses, c'est quand il y a intervention humaine. Vous comprenez? Donc, voilà ce que je voulais dire. Et pour finir, leur machine de pouvoir est bien rodée, mais cette fois, l'application des enseignements du Christ et l'adoption de la loi du vivant sera notre port de sortie, car un jugement viendra depuis les cieux. Sortez de Babylone. La suite au prochain live. Super. Voilà les amis, en ce qui concerne mon petit exposé, puis on a quand même pas mal discuté. Vous en pensez quoi de tout ça en fait? Alors Rudy, je sais, Rudy c'est le premier parce que mais il n'y a pas les patriotes dedans dans la position de Superman qui porte la culotte sur le pantalon, alors forcément... moi tu sais, j'aime bien les culottes sur les pantalons, j'aime bien le... Comment ça s'appelle? Le spandex? Comment ça s'appelle la tenue qu'ils portent là? Le lycra, je sais plus. Qu'est-ce que j'en pense? J'entends ce que tu dis, c'est un message qui est intéressant. Peut-être la divergence qu'on a, c'est que des fois, moi, je vois que Dieu se sert des hommes, en fait, souvent, tout le temps, en fait, dans la Bible, Dieu se sert des hommes pour faire ce qu'il a à faire. Et pour moi, Dieu se sert... Ouais. Pour moi, Dieu, justement, ce n'est pas un humain qui est là en train de jouer aux échecs. Pour moi, Dieu, il se manifeste par la loi du vivant. C'est-à-dire, il a posé cette loi et... on est dans cette loi, on ne peut pas faire autrement que... J'entends ce que tu veux dire, moi,